Bonjour, 7e partie de l'étude du mouvement d'une balle de golf dans le champ de pesanteur terrestre. Rappelons-nous des différentes étapes qui se sont succédées depuis le début de cette étude. Nous avons choisi le système étudié, le référentiel d'étude, nous avons dressé le bilan des forces, nous avons établi les conditions initiales, nous avons appliqué le principe fondamental de la dynamique, de manière à pouvoir déterminer les composantes du vecteur accélération qui sont en fait nos deux premières équations horaires. Dans cette partie, c'est le vecteur vitesse qui nous intéresse. Alors, autant notre vecteur accélération reste parfaitement constant tout au long du mouvement, il est égal en permanence au vecteur champ de pesanteur G, autant notre vecteur vitesse, représenté en bleu, varie, évolue. Il change de direction et il change de norme. La conséquence est sans doute qu'au moins une de ces composantes doit changer, soit Vx, soit Vy. Notre objectif, c'est de déterminer l'expression de ces composantes, Vx et Vy, au cours du temps. Alors pour déterminer les composantes Vx et Vy du vecteur vitesse, on va se servir des composantes du vecteur accélération. Donc on se souvient que AX, la composante horizontale de l'accélération, est égale à 0 et AY est égal à moins G. Et donc on cherche à établir les composantes du vecteur vitesse, V, que l'on va noter simplement Vx et Vy. Vx et Vy. Alors existe-t-il un lien entre le vecteur vitesse et le vecteur accélération ? Bien sûr que ce lien existe. Et ce lien, c'est la définition du vecteur accélération. On sait que le vecteur accélération, par définition, correspond à la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Donc en résumé, si on veut passer du vecteur vitesse au vecteur accélération, l'opération mathématique à réaliser, c'est une dérivation. On calcule une dérivée. Le problème, on le voit tout de suite, c'est que l'opération, on ne veut pas la réaliser dans ce sens. On connaît les composantes du vecteur accélération et on désire en déduire celles du vecteur vitesse. Donc nous, il faut qu'on réalise l'opération dans l'autre sens, dans ce sens-là. C'est-à-dire l'opération réciproque de la dérivée. Et cette opération, ça s'appelle une intégration. Et une intégration consiste à déterminer une fonction primitive. Alors le raisonnement est le suivant. Quelle est la fonction que je dois écrire à cet endroit-là qui, lorsque je la dérive, donne 0 ? Quelle est la fonction dont la dérivée vaut 0 ? Eh bien c'est forcément une constante. Cette constante, je vais la noter K1, on va appeler ça une constante d'intégration. Constante d'intégration. Et effectivement, si je dérive K1 par rapport au temps, j'obtiens bien 0. Même raisonnement pour la deuxième composante, Vy. Quelle fonction dois-je écrire ici pour que, lorsque je la dérive, donne moins G ? La réponse, c'est la fonction moins G fois T. Puisque la dérivée de T, ça donne 1, et bien il restera simplement moins G. Alors il y a une petite subtilité, c'est que ce n'est pas la seule fonction qui va donner le bon résultat. On peut rajouter une constante ici que je vais appeler K2, et ça marche aussi puisque la dérivée de K2 donnera 0, et donc on ne la voit pas de l'autre côté. Donc finalement on se retrouve avec deux équations horaires, Vx et Vy, puisque Vx et Vy sont susceptibles de varier au cours du temps. Donc on peut s'intéresser à l'aspect graphique de la situation. Alors il y a un petit cas particulier, c'est que Vx est égal à K1,
Donc K1 c'est une constante, ça signifie que graphiquement Vx ce sera une droite qui sera parallèle à l'axe des abscisses et en permanence la valeur ce sera K1. Ça c'est la vitesse horizontale de notre balle de golf et cette vitesse horizontale elle est constante. C'est comme si on s'intéressait au mouvement de l'ombre de la balle sur le sol. On s'apercevrait que cette ombre avance en ligne droite, mais surtout à vitesse constante. Elle n'est pas en train de ralentir quand la balle de golf arrive au sommet de la trajectoire. Sa vitesse, la valeur de sa vitesse est constante. En ce qui concerne Vy, quand on regarde cette équation, on a quelque chose de la forme mathématique y égale ax plus b, c'est-à-dire une fonction affine. Et donc le coefficient directeur est égal à moins g, il est donc négatif, ce qui signifie que la droite est décroissante, et l'ordonnée à l'origine n'est rien d'autre que la constante K2. Donc fonction affine décroissante, on peut la représenter par exemple comme ça, sur ce schéma. Voilà. Et donc on va retrouver la pente, coefficient directeur, ça sera tout simplement moins g, G qui est la norme du champ de pesanteur, et puis l'ordonnée à l'origine qui est ici, eh bien c'est la valeur de la constante K2, cette deuxième constante d'intégration. Alors nous venons de dire que Vx avait une valeur constante, allons voir si c'est cohérent avec le schéma que je vous ai proposé plus haut. Donc on a différents vecteurs V sur notre schéma, je vais représenter par ce trait vert la composante horizontale, donc là par exemple ça serait V0x, puisque c'est le vecteur vitesse initial, donc en vert la composante horizontale de chacun de ces vecteurs vitesse. Et ce qu'on remarque, c'est que cette composante horizontale a toujours la même longueur à chaque fois, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune évolution de la valeur de Vx tout au long du mouvement. Donc on a bien notre Vx, vitesse horizontale ici, qui est une constante. Vx est égal à une constante qu'on a choisi d'appeler K1. Faisons apparaître maintenant la composante verticale du vecteur vitesse sur le schéma, donc Vy. Ici, donc on aura simplement V0y, composante verticale du vecteur vitesse initial, et donc la composante verticale suivante pour le deuxième vecteur vitesse que j'ai représenté, elle est ici. Donc on a Vy, et ce que l'on observe pendant la phase ascendante de la balle, c'est que cette composante Vy, en valeur absolue, elle diminue. C'est bien ce qu'on a observé sur notre graphe, puisqu'on avait une droite qui était décroissante pour Vy. Ensuite, que se passe-t-il ? Eh bien, il y a un moment, quand on est au sommet de la trajectoire, pour lequel Vy est tout simplement égal à 0. Sur notre graphique, ça correspond à l'intersection entre la droite et l'axe des abscisses. C'est quand on est ici. Donc tout ça c'est la phase ascendante, Vy diminue, et puis quand on est au sommet de la trajectoire, Vy vaut 0, on est ici. Et puis après, qu'est-ce qui se passe ? Très étrange, Vy, on passe en dessous de l'axe des abscisses, ça veut dire qu'ici, Vy est négatif. Alors comment ça s'explique ? Eh bien regardons là aussi à nouveau notre trajectoire, et faisons figurer les composantes Vy de nos deux derniers vecteurs. Donc on voit que Vy devient de plus en plus grand maintenant en valeur absolue. Pendant la phase descendante, on voit que Vy est de plus en plus grand, la balle prend de la vitesse en descendant. Mais la petite subtilité, c'est qu'on voit que notre vecteur vitesse descend, alors que notre axe OY monte. Ça signifie que pendant la descente, Vy sera négatif, alors que pendant la montée, la phase ascendante, Vy sera positif. Donc ça corrobore bien notre graphe, avec donc la phase
ascendante, une valeur de Vy qui est positive, et la phase, je dézoome un petit peu, descendante, Vy qui sera négatif. Alors voilà, nous avons terminé, nous avons nos deux nouvelles équations horaires, les expressions des composantes du vecteur vitesse. Non, pas tout à fait, parce que nous sommes physiciens, et que dans ces deux équations, il y a des choses qui sont tout à fait parlantes et significatives. Par exemple, G, on sait que c'est la constante de pesanteur, T, c'est le temps. Par contre, K1 et K2, qui sont des constantes d'intégration, qui nous viennent de notre calcul de primitives, sont pour le moment des objets mathématiques non identifiés. Donc pour réussir notre mission, il va falloir qu'on trouve à quoi correspondent physiquement ces deux constantes K1 et K2. Et pour y parvenir, nous allons nous servir des conditions initiales, c'est-à-dire ce qui se passe à l'instant t égale 0. Alors sur nos graphiques, on le voit très bien, hein, à l'instant t égale 0, on voit que Vx, la vitesse horizontale, est égale à K1. Et sur notre deuxième graphe, à l'instant t égale 0, Vy est égal à K2. Mais ces conditions initiales concernant le vecteur vitesse, on les connaît très bien. On les a établies lors de la partie 4 de notre étude. Les voici rappelées. Nous avons montré que le vecteur vitesse initial avait deux composantes, V0x et V0y, qui étaient égales respectivement à V0 cos alpha et V0 sinus alpha. Donc ici, on a vraiment une expression pour la vitesse initiale sur l'axe OX et la vitesse initiale sur l'axe OY. Par conséquent, si nous revenons au graphe précédent de Vx et de Vy, cela veut dire que notre vitesse initiale sur l'axe OX, c'est K1, mais c'est aussi V0 cosinus alpha. Et notre vitesse initiale sur l'axe vertical, qui est égale à K2, elle est aussi égale à V0 sinus alpha. Donc quel est l'intérêt ? Eh bien, on le voit bien, c'est qu'on a des expressions pour K1 et K2. À partir de maintenant, on sait que K1, la première constante d'intégration, sera ici égale à V0 cosinus alpha, et K2, notre deuxième constante d'intégration, sera égale à V0 fois sinus alpha. Et on passe d'une chose abstraite, mathématique, une constante d'intégration, un nombre quelconque, à quelque chose de physique qui a du sens, à savoir une expression qui fait intervenir l'angle de tir alpha et la valeur de la vitesse initiale V0, pour les deux constantes d'intégration. Alors, quelques valeurs numériques pour illustrer nos propos. Donc, on va prendre la constante de pesanteur G égale à 9,8 newtons par kilogramme. La valeur de la vitesse initiale, comme on l'a fait précédemment, on va la conserver à 75 mètres par seconde. L'angle de tir, 11 degrés. La masse, on se souvient qu'elle n'a aucune espèce d'importance pour l'étude de notre mouvement. Et on va regarder ce que deviennent donc nos équations horaires concernant le vecteur vitesse avec ces valeurs-là. Donc on va avoir notre vecteur vitesse V et ses deux composantes, ici. Donc on aura Vx qui sera égal à V0, c'est-à-dire 75 mètres par seconde multiplié par le cosinus de l'angle de 11 degrés, attention au mode de la calculatrice, mode degré, et donc ça donne à peu près 74 mètres seconde moins 1. On se souvient que la vitesse horizontale est constante. En permanence, elle sera égale à 74 mètres par seconde. En ce qui concerne la vitesse verticale, selon l'axe vertical, la vitesse ascensionnelle en quelque sorte de notre balle de golf, si on remplace donc moins g, ça va faire moins 9,8 fois t. Cette vitesse va cette fois-ci dépendre du temps, du moment considéré. Et V0 fois sinus alpha, donc ça donne 75 fois sinus de 11 degrés. Alors pardon, je suis derrière
la petite vignette, et donc ça donne au final moins 9,8t plus 14,3, ce qui est bien donc l'équation d'une fonction affine. Et donc, comme on le voit, on peut remplacer les différents paramètres par les valeurs numériques et constater que finalement, on obtient vraiment des équations horaires, c'est-à-dire que le seul paramètre qui intervient éventuellement, c'est le temps. Sinon, ça veut dire que la composante est constante au cours du temps. Et voilà quel est notre état d'avancement actuel. Nous avons 4 équations horaires, les 2 concernant le vecteur accélération et les 2 concernant le vecteur vitesse. Donc on comprend rétrospectivement que la connaissance des forces qui agissent sur la balle de golf nous a permis de déterminer le vecteur accélération, et les conditions initiales qu'on a établies aussi précédemment nous ont permis de nous débarrasser des constantes d'intégration. C'est pour ça que finalement, dans notre étude, le principe c'est vraiment donnez-moi une idée des forces qui agissent sur l'objet et donnez-moi une idée des conditions initiales du mouvement, et à partir de là, on pourra tout prévoir à l'avance, tout est déterminé à l'avance. Et voilà, il ne nous reste plus qu'une seule étape, à savoir découvrir les composantes du vecteur position. À très bientôt.